Bon, ben, mon nom est Olivier Louis. J'ai fait l'essentiel de ma carrière au ministère des Finances dans une direction qui n'existe plus, qui était la direction des relations économiques extérieures et qui est dans une sous-direction qui était l'expansion économique à l'étranger. Donc, j'ai vécu l'essentiel de ma carrière dans des ambassades à l'étranger, comme conseiller commercial, conseiller économique, vice-conseiller, enfin voilà, je fais toute une carrière. Et en fait, mon premier poste, c'est dire c'est très vieux, c'était le Pakistan. Et j'étais au Pakistan de 72 à 76. C'était l'époque de Zulfikar Ali Bhutto. Voilà. Bon, ça c'est très ancien. Et à la fin de ma carrière, j'ai été affecté à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et je me suis occupé de l'Asie du Sud, puisque j'étais également en poste bien longtemps après en Inde. Donc j'ai été en poste en Inde et au Pakistan. Et à cette occasion, je me suis réintéressé au Pakistan. J'ai fait plusieurs missions au Pakistan et même au-delà même d'ailleurs de mon séjour à l'IFRI, parce que j'ai pris ma retraite quand j'avais 65 ans, je suis retourné au Pakistan et j'ai écrit un livre sur le Pakistan. Voilà. Donc le livre s'appelle L'histoire politique du Pakistan. Et la vie de Jinnah est divisée en deux parties. Pendant l'essentiel, jusque dans les années 30, et il était né en 80, je crois, 1880, quelque chose comme ça, Jinnah était opposé à toute partition du pays. Il était considéré comme l'ambassadeur de l'unité entre les musulmans et les Indiens. Il a été membre du Congrès d'abord. Bon, après, il est devenu membre de la Ligue musulmane, mais il avait de très très bonnes relations avec toute une partie des gens du Congrès et il n'avait absolument aucune revendication de séparation des musulmans et des Indiens. Il s'était même opposé à des réformes qui avaient été faites par les Britanniques à la demande des Indiens, qu'on appelle les électorats séparés. C'est-à-dire que dès la fin du 19e, enfin le début du 20e, il y avait des élections. L'Empire britannique, il y avait des élections, il y avait des assemblées qui étaient élues. Alors pas au suffrage universel, hein, c'était censitaire, etc. Et à la demande des Indiens, ils avaient créé, à la demande des Indiens, ils avaient, enfin, la demande, pas des Indiens, il a demandé, d'ailleurs plus des musulmans, on avait mis en place des électorats séparés, c'est-à-dire que les Indiens élisaient des gens hindous, ou tout le monde, et les Pakistanais élisaient que des musulmans. Eh bien, Jinnah s'est opposé à cette mesure et considérait que c'était très dangereux, et en ce sens il avait parfaitement raison, que c'était très dangereux d'avoir marqué dans la loi et donc dans la politique l'opposition entre les musulmans et les hindous. Donc jusque dans les années 30, c'était vraiment quelqu'un qui souhaitait l'unité entre les deux communautés, sachant bien d'ailleurs que si on voulait atteindre l'indépendance de l'Inde, il fallait absolument que les deux communautés soient associées. Parce que, autrement, les Britanniques pouvaient jouer sur les uns et sur les autres. D'ailleurs, ils ont fait après. Et puis, à partir des années 30, il y a eu un problème. Il y a eu des élections qui ont été catastrophiques pour les musulmans, qui ont été particulièrement catastrophiques pour la Ligue musulmane, qui n'a obtenu à peu près aucun siège dans les assemblées législatives où il y avait ces électeurs séparés. C'était des partis musulmans qui ont obtenu les sièges, mais qui n'étaient pas de la Ligue musulmane et qui, en général, étaient associés au Congrès. Donc, c'était une catastrophe. Donc, il est parti en Inde, il est parti en Angleterre, il a repris son activité d'avocat à Londres et voilà. Bon, il est revenu, il, et il a été peut-être beaucoup influencé, sans doute influencé par Iqbal, hein, qui est le grand poète, philosophe, etc., pakistanais, et qui est vraiment le concepteur de l'idée de théorie des deux nations. Et il a été peu à peu convaincu qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un gouvernement commun entre les hindous et les musulmans. Alors, voilà, alors on peut trouver des tas de raisons pourquoi. Une des raisons, me semble-t-il, c'est qu'il avait de très mauvaises relations avec Gandhi, avec lequel, parce que vous pouvez pas, quand vous voyez, d'ailleurs, si vous les regardez, vous avez des photos, d'un côté, vous avez un gentleman britannique, toujours habillé impeccablement, avec des tailleurs qui venaient de sa ville, etc. Et de l'autre côté, ce n'est pas exactement le cas de Gandhi. Donc, bon, ils ne s'entendaient pas du tout. Leur relation a toujours été très mauvaise.
alors qu'ils étaient tous les deux Gujaratis, et que tous les deux chez eux, on parlait Gujarati. Donc, je sais pas, et qu'ils ont fait les mêmes études à Londres, parce que Gandhi est allé à Londres, a fait des études d'avocat à Londres, Jinnah a fait aussi des études d'avocat à Londres, d'ailleurs dans le même endroit, mais ils n'étaient pas ensemble, ils ont comme 7 ou 8 ans de différence. Hein. Voilà, donc il avait vraiment, il n'arrive pas à comprendre la spiritualité de Gandhi. Jinnah n'est pas du tout un spirituel, hein, je veux dire, il était un musulman non pratiquant. Hein. Donc, voilà. Mais enfin, il était également très hostile à Nehru, parce que Nehru était socialiste, hein, et que donc il n'y avait aucun. Mais surtout, je crois qu'ils étaient hostiles parce que Jinnah avait une très haute idée de lui-même et qu'il pensait qu'il pourrait gouverner l'ensemble de l'Inde, pourrait devenir Premier ministre de l'ensemble de l'Empire indien. Et, enfin, c'est sans doute ça, je ne sais pas, mais ça a certainement joué un rôle. Bon. Voilà, donc alors il a commencé donc à alors il a pris le contrôle de la Ligue musulmane, ce qu'il n'avait pas à l'époque, et il a continué, il a évolué avec l'idée de la séparation de plus en plus, de faire distinction entre les Européens, entre les hindous et les musulmans, de les opposer. Et il est arrivé à la conclusion, euh, en 40, hein, qu'on ne pouvait pas avoir un gouvernement commun, l'ensemble de l'Inde, et que la seule solution, c'était la partition. Voilà. Donc, à partir de 1940, son parti, la Ligue musulmane, a eu comme programme officiel la création d'un État pakistanais. Voilà. Alors après, bon, ben après, il s'est passé des tas de choses. D'abord, il y a eu les élections en 1943 que la Ligue a gagné très très largement, donc ça leur a donné une légitimité de se présenter comme le seul représentant des musulmans en Inde. Voilà, et puis ça a évolué au fur et à mesure. Les Britanniques commençaient à dire bon, de toute façon, on va partir, donc il fallait trouver des solutions pour régler le départ des Britanniques. Beaucoup de gens pensent, au Pakistan d'ailleurs, mais pas qu'au Pakistan, beaucoup de gens pensent qu'en fait, en réalité, il ne voulait pas la partition, même s'il l'a pressé, qu'en fait, il utilisait la partition, la menace de la partition pour faire admettre par les hindous une place particulière des musulmans dans l'ensemble. C'est-à-dire, l'idée, il se battait pour la parité entre les hindous et les musulmans. Dans les organes représentatifs, dans l'Assemblée fédérale, etc., qu'il pourrait y avoir, il exigeait la parité, ce qui était quand même un peu difficile parce que les musulmans ne constituaient que 20% des habitants de l'Inde. Donc, bon, c'est un peu peu pour exiger la partition. Mais que donc, il avait, au fond de lui-même, il aurait probablement fait affaire si on lui avait donné un rôle essentiel. Parce que si on avait mis la parité, il aurait été, comme le chef des musulmans, ça n'y a aucun doute, donc il aurait joué un rôle essentiel dans le gouvernement de l'ensemble de l'Inde. Et c'était autre chose quand même, alors, il y a des négociations constantes avec les Britanniques. On a été très près d'un accord une fois, il y a même eu un accord qui a duré un an ou deux, enfin un an, oui, un an, chose comme ça, où on arrivait vers une situation où là n'était pas partitionné, enfin qui n'était pas divisé, avec un pouvoir fédéral extrêmement faible et toute la compétence allant aux provinces. Et donc les provinces étant divisées entre les provinces à majorité musulmane et les provinces à majorité hindoue. Mais cet accord n'a pas tenu parce que ça, c'est le Congrès qui n'en a pas voulu. Et donc, ils ont retiré leur accord à la suite. Enfin, passons dans les détails. Et donc, finalement, Lord Mountbatten a été nommé vice-roi des Indes. Et ce qui a été un changement très important pour les musulmans, parce que le précédent vice-roi, qui s'appelait M. Ravel, je crois, était très proche des musulmans. Il avait de la sympathie pour les musulmans, c'était un militaire, il avait beaucoup travaillé, il avait passé une grande partie de sa carrière dans l'armée indienne, et il avait sympathisé avec les officiers de cette armée qui étaient très majoritairement musulmans toujours pour l'idée, parce que la race guerrière, c'était le Punjab, etc. Bon.
Et donc, il avait une sympathie assez grande avec les musulmans. Mountbatten, dès qu'il est arrivé, il est tombé sous le charme de Nehru, et d'ailleurs de Madame Nehru également, de Madame, la femme de Lady, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin, la femme de Mountbatten, et il a développé une certaine hostilité à, à Mountbatten, à Lee Jinnah. Parce que Lee Jinnah, je pense, n'était pas un individu il était très froid, très intellectuel, il n'était pas très chaleureux et il était surtout, oui, enfin, très, très, très content de lui, un ego surdimensionné. Donc, ils ne se sont pas du tout entendus entre eux. En plus, Mountbatten avait un mandat très clair, c'était qu'il fallait que le problème de l'indépendance de l'Inde soit réglé avant 1948. Donc, il fallait aller très vite, etc. Donc, finalement, l'action de Mountbatten, ça a été d'accélérer les négociations, de faire comprendre au Congrès qu'il fallait donner un petit bout au Pakistan, mais un Pakistan très réduit par rapport aux ambitions de Jinnah, et puis après faire comprendre à Jinnah que c'était ça, à prendre ou à laisser, que s'il n'acceptait pas ce Pakistan qu'on lui proposait, qu'il appelait un Pakistan en miettes, il revendiquait beaucoup plus de territoire que ce qu'on lui a donné. Parce qu'il avait deux revendications. La première, il souhaitait que les États à majorité musulmane soient entièrement dans la partie musulmane de l'Inde. Les deux États à majorité musulmane, il y en avait très peu, il y avait trois en fait. C'était le Bengale, le Punjab, et puis il y avait à l'époque la nord-ouest frontière, le Khyber Pakhtunkhwa, et là qui était complètement musulman. Et donc, dans la proposition que Mountbatten a fait accepter par le Congrès et aussi par Jinnah, mais qui en était très hostile, on a divisé en deux le Bengale et le Punjab. Le Punjab, voilà, parce que, par exemple, au Bengale, la proportion de population, c'était 48, 52. Donc, bon, il n'y avait qu'à 52% de musulmans et 48% d'hindous. Et Punjab, c'était un peu plus favorable aux musulmans, mais c'est aussi dans le même ordre de grandeur. Donc, on a divisé ces deux pays, et en plus des autres ambitions qu'espérait Jinnah, c'était que les États dont les princes étaient des musulmans aient le droit de choisir le musulman, même si leur population était majoritairement, très largement, hindoue. Et c'était en particulier le cas de Nizam d'Hyderabad, qui était le premier État de l'Inde. C'était l'endroit le plus peuplé de l'Inde. Et donc, il pensait qu'il avait un droit sur cet État qui est très grand. Enfin, c'est vraiment très important du décan. Et donc, il n'avait pas du tout ce qu'il espérait. D'un autre côté, le Congrès a accepté, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, bon, c'est déjà pas énorme ce qu'il a, et puis de toute façon, ça ne va pas tenir du tout, c'est ce que leur disait Mountbatten, mais de toute façon, ils vont complètement, et dans 2 ou 3 ans, ils reviendront. Donc c'est comme ça que finalement, ils sont tombés d'accord sur la partition, et qu'ils sont devenus indépendants, l'un et l'autre, le 15 août 1947. Un an avant la date limite de 48. Donc les Anglais étaient ravis, c'était de partir le plus vite possible. La situation en Inde était très mauvaise, il y a eu des émeutes un peu partout, il y a eu quand même à peu près 1,5 million de morts, quand même. Enfin, on ne sait pas combien, mais enfin, bon, la plupart des historiens pensent qu'il y a 1 million, 1,5 million de personnes qui ont été tuées, et ces massacres ont eu lieu essentiellement dans le Punjab et dans le Bengale. Hein, c'est-à-dire que c'est la séparation de ces deux États, enfin de ces deux États entre la partie musulmane et la partie hindoue qui a déclenché le plus de violence. Il faut dire qu'ils étaient quand même très mêlés. Certes, il y avait une partie qui était plus hindoue, l'autre plus musulmane, mais enfin, c'était des États uniques. Donc, les violences ont été considérables. Donc, c'est une partition qui s'est faite dans des conditions qui auraient pu être meilleures. Voilà. Donc, bon, tout ça, c'était fait. Finalement, Mountbatten est resté gouverneur général de l'Inde, donc
tout n'avait pas été réglé. Il est même resté gouverneur général de l'Inde après l'indépendance de l'Inde. C'est-à-dire que c'est Gandhi et surtout Nehru qui ont demandé à Mountbatten de rester gouverneur général de l'Inde. Et puis du côté pakistanais, c'est Jinnah est devenu le gouverneur général gouverneur général de la partie pakistanaise. C'est pas sans importance, hein, parce que d'un côté, vous avez un Anglais qui devient gouverneur général, et c'est Nehru qui est Premier ministre, et ça permet que, en fait, le vrai pouvoir, pas le pouvoir de voter la Constitution, d'organiser les pays, etc., était avec Nehru. Et donc, l'Inde s'est tout de suite constituée comme un pays démocratique, d'une certaine façon. Alors qu'évidemment, au Pakistan, c'était le contraire. Le vrai pouvoir, c'était Mohammed Ali Jinnah, qui tenait son pouvoir en réalité de la reine, hein, enfin, du roi. C'était pas encore la reine, c'était pas encore Elisabeth II, elle n'a pas beaucoup tardé, mais enfin, c'était quand même pas encore Elisabeth II. Et en fait, il n'y avait personne, il n'y avait rien qui s'opposait à son pouvoir. Donc, il a organisé un pouvoir autocratique. Mais il était très malade et finalement, il est mort un an après. Alors, sans avoir réglé aucun des problèmes, sans aucun des problèmes auxquels le Pakistan était confronté. En particulier, si vous voulez, il n'avait pas donné de constitution au pays, et d'autre part, il avait laissé faire et encouragé la première guerre indo-pakistanaise sur le Cachemire. Donc, voilà. Quand il meurt, les problèmes ne sont pas réglés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est l'Assemblée, c'était l'Assemblée constituante qui existait en Inde, où il y avait une partie musulmane qui avait été créée par des réformes qui avaient été faites il y a assez long, oui, enfin, dans la fin des années 30, qui a continué à fonctionner. Donc, il n'y a pas eu d'élection. C'était les gens qui étaient déjà élus à l'Assemblée constituante indienne, qui ont fait divisé en deux. Il y a une partie qui est devenue pakistanaise, l'autre qui est restée indienne. Mais les Indiens, ils ont fait une constitution très vite. Et, enfin, 2 ans après, ils avaient une constitution. Et ils ont fait des élections. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils avaient un vrai pouvoir démocratique. Voilà. Bon, c'était quand même le Congrès qui a gagné tout. Hein, c'était pas... Mais il y avait d'autres partis. Bon. Au Pakistan, leur constitution, ils ont fini en voter une qu'en 54. Donc de 47 à 54, il n'y avait pas de pouvoir réellement. Donc, alors, il y avait un Premier ministre qui s'appelle Liaquat, je ne sais plus quoi, Liaquat Ali Ran, et qui était le plus proche collaborateur de Ali Jinnah, et qui était, je crois, un type qui était marié d'ailleurs avec une Anglaise, et qui avait, je crois, une capacité de gouverner et d'avoir quelques idées. Il a été assassiné. Donc après, on a eu une espèce de classe politique un peu évanescente. Et il s'est passé quand même un acte important. Elle a quand même fait un acte important. Elle n'a pas fait constitution, mais elle a fait voter un texte de principe général qu'il fallait, voilà, devait suivre la constitution. Et c'est un texte qui était très islamiste. Puisque ça commence comme la souveraineté appartient à Dieu seul, etc. Le peuple pakistanais se soumet à cette autorité divine. Enfin bon, c'était une constitution. Alors ce texte existe et il est toujours rappelé dans chacune des constitutions. Donc à 54, ils ont voté une constitution. À ce moment-là, bon, là c'était Elisabeth II. Elle a été reine du Pakistan, pas longtemps, mais bon. Et une fois que la constitution a été votée, le Pakistan est devenu un État indépendant au sein du Commonwealth, ce qu'était déjà l'Inde depuis 1947. Hein. Voilà, donc, et puis cette constitution n'a jamais été appliquée.
parce qu'il y a eu un coup d'État, la fin de cette période, on ne peut même pas dire démocratique, cette espèce mais qui a, il y a laissé des traces, parce que évidemment, ils n'ont pas été capables d'organiser le pays, de faire une constitution, etc. Donc, alors, écoutez, en politique, non, puisque c'était une dictature. C'était très compliqué. C'était déjà une Cour suprême. Il y avait des institutions qui existaient de la Constitution antérieure, qui étaient restées en vigueur, mais le président était d'abord c'était loi martiale, et il était administrateur de la loi martiale, puis après il est devenu président. Alors, ils n'ont pas réglé les problèmes politiques. Alors, Ayub Khan a essayé de mettre en place des institutions. Et il n'était pas très démocrate, enfin, il pensait que le Pakistan n'était pas prêt à avoir un régime de suffrage universel. Donc il avait mis en place un système où les populations, enfin, au suffrage universel, élisaient des espèces de grands électeurs qui, dans lequel étaient choisis, étaient élus les membres du Parlement, mais sans parti politique. C'était quand même un système assez voilà, enfin, qui n'a jamais beaucoup fonctionné, surtout qui n'entravait en rien le pouvoir d'Ayub Khan. Alors, ça, c'est de l'ordre institutionnel. Économiquement, ça a été une période extrêmement favorable pour le Pakistan. Extrêmement favorable. Et les Pakistanais en parlent encore, enfin, en parlaient de mon temps, beaucoup plus évidemment que maintenant, parce que bon, pour moi, c'était pas, quand j'étais au Pakistan, c'était pas si ancien que ça. Mais ils parlaient de la période Ayub Khan comme étant une grande période pour le Pakistan. Et ils continuent, si vous lisez des articles journaux, des bouquins, ils disent quand même, dans les années 60, 62, 63, l'Algérie envoyait des délégations pour qu'on leur explique comment on faisait pour gouverner un pays. La Corée envoyait des délégations pour qu'ils expliquent comment on gérait une compagnie aérienne, parce qu'ils avaient déjà créé Pakistan. Alors, il y avait réellement, il y a eu vraiment une période de croissance économique rapide et avec une politique économique, bon, qui était fondamentalement libérale, hein, mais bon, qui était efficace. Et donc, c'est une période qui a laissé des traces, en fait, fondamentalement positives. Hein, les gens parlent de cette période-là comme étant quand même une période de croissance, de construction aussi. Il faut dire qu'elle a correspondu avec une alliance avec les États-Unis. C'est sous Ayub Khan que s'est construite l'alliance entre le Pakistan et les États-Unis. Le maréchal, enfin, Ayub Khan était très pro-occidental. Il avait fait ses études dans l'académie militaire à Londres, à Standard, dans la grande sorte de formation militaire à Londres, et il était très pro-occidental. Et Eisenhower avait beaucoup d'admiration pour Ayub Khan. Donc, si vous voulez, entre eux, il y avait une vraie complicité, ce qui fait que bon, ils ont été. Le Pakistan est devenu membre du NATO, membre de toutes des alliances que les États-Unis ont créées en Asie. Alors, ils ne sont pas devenus membres de l'OTAN parce qu'ils n'étaient pas sur l'Atlantique, mais ils sont devenus membres du NATO et puis des autres alliances américaines du coin. Et ils étaient même alliés, ils avaient des alliés privilégiés des États-Unis, etc. Enfin, on disait que le Pakistan a été le pays allié le plus allié des Américains. Bon, voilà. Donc, et bien sûr, ils recevaient de l'argent. Ils avaient une aide américaine importante, en particulier l'armée avait une aide importante. Tous les militaires étaient formés aux États-Unis et ça a continué jusqu'à maintenant. Hein, c'est encore le cas de la majorité des hauts gradés de l'armée. Ça a commencé à se dégrader, ça s'est dégradé très vite à partir du moment où Ayub Khan a pris Zulfikar Ali Bhutto comme ministre. D'abord ministre du Commerce et puis ensuite ministre des Affaires étrangères. Et objectivement, la présence de Bhutto n'a pas du tout été favorable, ni, ni, ni évidemment au régime de M. Bhutto, parce qu'évidemment, Bhutto, c'était
pas du tout un homme de militaire. C'était fondamentalement, c'était le fils d'une très grande famille féodale. Je crois que son père avait été gouverneur de la région de Bombay, je ne sais très bien. Enfin, bon, ils étaient enfin, ils étaient très riches dans le Sindh, beaucoup de possessions dans le Sindh. Donc, il a fait ses études en Angleterre, bien entendu, puis après aux États-Unis, mais c'était un intellectuel. Et il était nationaliste. Et c'était fondamentalement un nationaliste. Donc, il a orienté la politique. Il était très brillant. Hein. Moi, je l'ai rencontré. Quand j'étais au Pakistan, c'était plutôt. Hein, il était exceptionnellement brillant. Bon. Et donc, il a orienté la politique afghane dans un sens d'indépendance. Il l'a orienté aussi vis-à-vis des pays arabes et contrainte. Il avait une animosité absolument très grande, difficile à justifier, parce qu'en même temps, bon, il y a des petits épisodes dans sa biographie où on apprend qu'en fait, quand on lui a demandé de choisir sa nationalité entre l'Inde et le Pakistan, il a commencé par choisir l'Inde parce que la majorité des biens de sa famille étaient en Inde. Et puis après, bon, il est passé au Pakistan. Mais enfin, c'était un épisode que personne n'évoque jamais au Pakistan. Le fait qu'à un moment, il a demandé la nationalité indienne. Enfin, toujours dit, il était très, très hostile à l'Inde et il a engagé le Pakistan dans la deuxième guerre indo-pakistanaise, qui est la guerre de 65. Et cette guerre, je le crois personnellement, absolument fondamentale dans l'histoire du Pakistan. Parce que, alors c'est une guerre non déclarée, c'est-à-dire que l'armée et le gouvernement ont créé des milices euh, avec des officiers pour les aider, qui ont traversé la frontière et entre Pakistan, qui est toujours la même d'ailleurs, entre l'Inde et le Pakistan, et dans le but d'aller jusqu'à Srinagar, la capitale, et de déclencher une révolution populaire. Parce que dans l'esprit des Pakistanais, et ça c'est toujours dans l'esprit des Pakistanais, ça n'a pas changé, tous les Cachemiris sont pro-pakistanais. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Les Pakistanais, les Cachemiris, ils sont pour l'indépendance du Cachemire. Ils n'étaient pas du tout favorables au Pakistan en soi. Hein, ce qu'ils voulaient, c'est l'indépendance. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'à la suite, alors là, je ne compte pas dans les détails, les Indiens en ont eu connaissance et ils ont réagi, ils ont évité la prise de Srinagar, et puis ils ont élargi le conflit et ils ont lancé la guerre du côté du Punjab, c'est-à-dire sur la frontière internationale du Pakistan. La frontière entre le Pakistan, entre les deux Pakistans, Pakistan et Indien, n'est pas une frontière internationale, elle n'est pas reconnue, puisque l'État du Cachemire, pour les Nations Unies, l'État du Cachemire et du Jammu est un territoire disputé. Il n'appartient ni à l'Inde ni au Pakistan, puisque les Nations Unies, lors de la précédente invasion, s'était occupé de cette affaire-là et avait décidé qu'il devrait y avoir un référendum organisé, etc., ce qui n'a jamais pu être fait. Voilà. Et alors, cette guerre c'est une guerre qui a été présentée au départ par l'armée et par le Khan, par le maréchal Ayub Khan, comme étant un triomphe. C'est-à-dire qu'ils avaient repoussé les Indiens avaient été obligés de se partir, etc. En réalité, c'était absolument faux. Et évidemment, donc il y a eu une rencontre à Tashkent, enfin bon, qui avait été organisée par les Russes pour les mettre d'accord, etc. Et effectivement, le résultat de ces accords, c'est statu quo. On ne change rien à la situation qui était celle avant le début de la guerre. Donc c'est difficile quand on déclare une guerre et qu'on l'organise et que le résultat de tout ça, c'est il ne se passe rien, c'est exactement la situation, n'a pas bougé d'un pouce, c'est difficile de présenter ça comme un triomphe. D'autant plus qu'à ce moment-là, Bhutto a quitté le gouvernement d'Ayub Khan
et a fait porter sur Ayoub Khan le chapeau de cet échec, absolument cet échec, oubliant de préciser que c'est lui qui avait déclaré la guerre et qui avait accepté les propositions de Bhutto. Il avait été influencé. Bon, enfin, peu importe, ça s'est terminé par un accord, ou dans lequel le statu quo, c'est tout, quoi, on ne changeait rien. Et donc après, évidemment, il y a eu des campagnes au Pakistan alimentées par Bhutto pour expliquer que c'était à cause de la Khan qu'on n'avait pas que les résultats qu'on aurait dû avoir, eh ben, ils les ont pas eus. Et donc, ça a conduit. Alors, ça a été c'est la première fois probablement qu'il y a eu une vraie rupture entre l'opinion publique pakistanaise et les États-Unis, parce que tout le monde, enfin, Zulfikar Ali Bhutto, c'est exactement la même chose que Imran Khan actuellement, c'est-à-dire il explique que ce sont les États-Unis qui sont responsables de tout. C'est les États-Unis qui ont soutenu l'Inde, alors que les États-Unis n'étaient pas du tout proches de l'Inde. À l'époque, les États-Unis sont. L'Inde était considérée comme un pays beaucoup trop proche du Kremlin. Enfin, Nehru était dans toutes les grandes réunions à Bandung, dans toutes les régions de pays en voie de développement, etc. Il n'est absolument pas proche des Américains, même si effectivement, bon, Nehru, c'est un grand esprit. Il parlait l'anglais couramment, il n'était pas dans les simplismes, bon. Et puis il n'était pas non plus un révolutionnaire. Il était très très influencé par le Labour britannique et par une société qui existe d'ailleurs, je crois, toujours aux États-Unis, qui est la Fabius Society. Une société, le contacteur, parce qu'il y a le nom du romain, et qui est une société qui était très influente et qui est très influente au sein du Labour. Voilà. Alors, c'était une date importante. Alors, bon, comme ce que vous dites, il ne faut aussi rien passer. Et on revient à la situation statu quo monté, mais ça a été un coup terrible. Ayub Khan a été très dévalorisé, si vous voulez, par cette guerre. Et surtout, ça a été terrible, enfin, je crois que c'était très, très, pour la relation indo-pakistanaise. Jusqu'à cette guerre, il y avait déjà eu la première guerre indo-pakistanaise, mais enfin, c'était tout à fait au début, puis ça n'avait pas eu beaucoup de conséquences. Il y avait quand même un lien très étroit entre l'Inde et le Pakistan. D'abord, ils ont signé, d'ailleurs, pendant cette période, ils ont signé, par exemple, le traité sur le partage des eaux de l'Indus, qui est toujours en vigueur et qui est absolument essentiel pour éviter qu'ils se bagarrent sur la façon dont les eaux sont réparties. Et il y avait des accords entre les deux pays régulièrement, il y avait des liens étroits entre les personnes, hein, parce que l'élite du Pakistan, bon, elle était musulmane, mais elle connaissait l'élite indienne aussi. Voilà, ils avaient des liens même de famille. À un moment, par exemple, le président de la Cour suprême indienne était le frère du général, du commandant en chef de l'armée pakistanaise. Enfin, ouais, il y avait des liens qui étaient quand même très très profonds et il n'y avait pas de visa entre les deux pays. Enfin, il y avait des communications et à partir de cette affaire de la guerre 65, tout ça a disparu peu à peu et la relation avec l'Inde et le Pakistan n'est jamais revenu vers la normale. C'est toujours été, avec des hauts et des bas, évidemment, mais ça a toujours été une relation tendue, une discussion interminable qui n'aboutissent à rien, etc. Et donc, c'est une date importante. Moi, je crois que franchement, après, les choses, on continue. Alors, on se sent peut-être dégradé tout le temps. Alors, après, bon, Ayub Khan est devenu de plus en plus impopulaire et il a démissionné et il a été remplacé et il a décidé que son remplaçant était son successeur, le chef d'état-major, qui était le général Ayaka. Alors, ce successeur, bon, a fait quelque chose de très important, c'est qu'il a décidé d'organiser une élection pour enfin avoir une constitution. Parce que celle qu'avait mis en place Ayub Khan non plus, elle ne convenait pas, elle n'a pas été faite. Et donc, ils ont décidé, enfin, avec Bhutto bien sûr, et ils ont décidé
d'avoir une élection générale entre le Bangladesh, où il y aurait bien sûr les gens de Pakistan de l'Est, le futur Bangladesh, et les gens. Et à l'époque, il y avait plus d'habitants dans le Pakistan de l'Est que dans le Pakistan de l'Ouest. C'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le Pakistan unifié à 230 millions d'habitants, alors que le Pakistan de l'Est, je crois, le Bangladesh, je crois qu'ils ont que 100, 150, 160. Donc, comme je vous disais, le Bangladesh a réussi à contrôler sa population. Bon. Et donc, bon, et ils ont décidé de faire une élection qui était proportionnelle à la population, ce qui fait qu'effectivement, c'était les Bengalais qui avaient la majorité dans cette assemblée. Et ce qui était inacceptable pour le Pakistan de l'Ouest. Parce que, voilà, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait Mujibur Rahman. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était Mujibur Rahman, c'est lui qui a donné l'indépendance, qui a déclenché la guerre, enfin qui a déclenché, qui était le leader d'un mouvement politique important, qui n'était d'ailleurs pas un mouvement de séparation avec le Pakistan, qui était un mouvement souhaitant une augmentation considérable du pouvoir donné aux provinces, mais pas une cession, pas une scission complète. Bon, et comme il n'arrivait absolument pas d'avoir de dialogue avec le Pakistan de l'Est, évidemment, avec le Pakistan de l'Ouest, évidemment, il s'est durci. Et puis, il a gagné les élections. Et c'est son parti, qui était l'Awami League, je crois, Awami, c'est sûr, je ne sais plus si c'était Ligue, parti, et qui avait la majorité au sein de l'Assemblée fédérale qui venait d'être élue. Alors, à ce moment-là, évidemment, Bhutto a dit on ne refusera jamais cette Assemblée générale. J'interdis, c'est lui qui avait gagné les élections dans le Pakistan actuel, le Pakistan de l'Ouest. Il avait gagné les élections, il avait la majorité des élus du Pakistan de l'Ouest. Mais évidemment, Bangladesh, où Mujibur Rahman, enfin la future Bangladesh, où Mujibur Rahman avait complètement gagné l'élection, mais alors lui totalement, parce qu'il n'y avait que des députés de son parti, ou à peu près, avec la majorité à l'Assemblée. Donc il s'est opposé. Il avait dit, d'ailleurs, je casserai les jambes des gens, si mes députés veulent aller à cette Assemblée, je leur casserai les jambes. Donc cette Assemblée ne s'est jamais réunie. Et c'est ainsi qu'a commencé donc Mujibur Rahman a dit, mais écoutez-moi, si vous ne voulez pas de moi, je vais rester chez moi, mais je vais devenir indépendant. Donc ils ont commencé à se rébeller, etc., et à réclamer l'indépendance. Et à ce moment-là, Yahya Khan a décidé d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre. C'était extrêmement violent. Alors l'Inde est intervenue, évidemment. Elle a commencé par recevoir tous les réfugiés du Bangladesh, enfin, du futur Bangladesh, près à son territoire, de les organiser, etc. Puis après, elle les a renvoyés, et puis elle est intervenue militairement directement aussi. Hein. Et donc, cette réaction a été une victoire, du Bangladesh et du Bengale et des Indiens. C'est la troisième guerre indo-pakistanaise et qui s'est terminée par l'indépendance du Bangladesh et puis les Indiens sont aussi intervenus. Tout ça il y a trop d'éléments, je peux pas, mais ils sont aussi intervenus sur le Pakistan de l'Est. Ils ont envoyé des avions bombarder une partie du Pakistan de l'Est. Donc c'est devenu une guerre internationale. Enfin, internationale. L'Inde était directement. Les Russes ont évidemment soutenu les Indiens, et les Américains ont refusé de soutenir le Pakistan en disant que cette guerre avait été déclenchée par la politique absurde des Pakistanais, qu'ils n'allaient pas envoyer des Marines dans une circonstance comme celle-là. Donc pour les Pakistanais, c'est la troisième trahison des Américains. Alors, Ali Bhutto, donc c'était pas non plus un grand démocrate, hein, il faut pas. Euh, bon. Donc, il avait la majorité dans son assemblée,
puisque l'Assemblée fédérale s'est divisée en deux. La partie bengalaise, elle est repartie au Bengale, où elle n'a jamais sorti du Bengale, parce qu'il n'y a jamais eu, l'Assemblée s'est jamais réunie. Donc, et puis, il restait que les députés qui avaient été élus qui avait été élu par le Pakistan de l'Ouest, c'est le Pakistan central aujourd'hui. Voilà. Il y avait quelques députés d'ailleurs qui étaient quand même des députés euh, originaires du Bangladesh et qui ont gardé leur siège parce qu'ils ne voulaient pas retourner, retourner au Bangladesh. Je pense qu'ils avaient quelques petites choses à se faire pardonner. Et donc, ils sont restés. Enfin, il y en avait un ou deux. Bon, il y en a un qu'on connaissait, que je connaissais bien, enfin, voilà, parce qu'il était hindou, il avait épousé une Française, donc effectivement, on le connaissait bien. Bon, voilà, alors à ce moment-là, donc il s'est fait nommer comme le maréchal Ayub Khan, comme le général Ayub Khan, il s'est fait nommer chief administrateur of the martial law, c'est-à-dire qu'il a pris tous les pouvoirs. Bon, et là, je dois dire qu'il a, il a été quand même extrêmement efficace. Parce qu'il a vraiment, d'abord, il a réglé le problème du Bangladesh, c'est-à-dire qu'il l'a reconnu. Il n'a pas fait d'histoire. Il a dit, bon, ben voilà, on est battu. Il a reconnu. Il a même reçu Mujibur Rahman à Lahore, qui est un grand sommet musulman. Bon, voilà, donc ça, là-dessus, il a été très intelligent. Il n'avait pas voulu alimenter une. Il a immédiatement transformé sa politique en une grande politique musulmane. Il a fait payer les gens qui ont créé l'organisation de la conférence islamique, qui existe toujours, et dont la première réunion donc, a eu lieu à Lahore. Donc, il a donné au Pakistan le sentiment qu'il restait un très grand pays, même qu'ils étaient devenus un grand pays. La perte du Bangladesh ne leur faisait pas perdre grand-chose. Comme en plus, ils considéraient que le Bangladesh était une source de dépenses infinie, alors quand on voit aujourd'hui qu'ils sont plus développés qu'eux, mais enfin bon, et que donc ils allaient faire des économies et que le pays allait repartir. Et voilà. Et donc, il a mené une politique étrangère très très brillante. C'est lui qui est responsable de l'accord, le rapprochement entre les Chinois entre la Chine et le Pakistan. Il a eu des relations correctes avec les Américains. C'est pas, enfin bon, il n'est pas très pro-américain, mais enfin, il n'y a pas eu de tension particulière. Donc, il a donc organisé une nouvelle élection, il a fait élire une assemblée constituante. Cette nouvelle assemblée a fait une constitution, hein, et qui est toujours en vigueur au Pakistan. C'est la constitution de 73 et c'est la constitution actuelle du Pakistan. Et alors, elle a été modifiée, bien sûr, mais enfin, c'est la constitution actuelle du Pakistan. Et là-dessus, donc, il a quand même construit quelque chose qui a duré. Donc, et au début, je veux dire qu'il a bénéficié d'une très très grande popularité. Mais vous savez, le temps, il était quand même pas, c'était quand même, il était quand même très autoritaire. Encore une fois, ce n'était pas un démocrate passionné. Alors, il a commencé à avoir des problèmes avec les partis, le parti qui est originaire de la le Khyber Pakhtunkhwa, donc de Peshawar pour être plus simple, et donc il les a persécutés, enfin voilà, il s'est très mal conduit vis-à-vis d'eux, il a même organisé un attentat contre le chef du parti, bon, enfin voilà. C'est mal passé, il l'a interdit. Il avait quand même voilà, il avait quand même et il a commencé, il est responsable aussi du début de la grande, de la, de la espèce de rébellion continuelle du Balochistan. Le Balochistan n'a jamais tellement accepté d'être membre du Pakistan. Le Balochistan, au départ, c'était un royaume, enfin, un prince musulman qui est le prince de Kalat, qui contrôlait, à qui on a forcé la main pour qu'il rejoigne le Pakistan. Et les tribus balouches n'ont pas tellement apprécié. Alors, la situation n'a jamais été clarifiée de ce point de vue-là. Euh, il a organisé des élections, de nouvelles élections,
qu'il a gagné d'ailleurs, mais qui ont été truqués, donc qui ont été jugés complètement truqués. Enfin, pas forcément, c'est pas forcément vrai, complètement truqué, mais il y a eu forcément pas mal de trucage, et du coup l'armée a pris le pouvoir. Elle est intervenue parce que en disant, j'interviens, c'est le général Giaoulac, j'interviens juste 3 mois ou 6 mois pour calmer les esprits, etc., etc. Bon, finalement, il est resté 10 ans, quoi. Donc, voilà. Et il a arrêté Bhutto et il l'a fait condamner à mort à la suite d'un attentat qui aurait été organisé par Bhutto, alors pas contre le type de Awamili dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais contre un autre leader de l'opposition qui d'ailleurs était un ancien de son parti. Et dans cet attentat, personne, Chafik Kazouri n'est pas morte, mais son père a été tué. Donc voilà. Oui, donc il a été jugé, il a été condamné à mort. La Cour suprême du pays a validé cette condamnation à mort qui était complètement. Enfin, c'est un assassinat politique. Et il a été exécuté. Ça a été une dictature. Alors, le général Zéroulac était donc un des militaires importants, je crois que 88, de 1977 à 1988. Et il était. Ben, Bhutto l'avait choisi comme chef d'état-major de l'armée, chef de parce qu'il a dit de toute façon j'ai pris le plus bête. Et donc en fait il faut toujours se méfier des gens qui paraissent très bêtes parce qu'ils ont probablement des vengeances à organiser. Donc c'était un officier supérieur, là, mais qui était très très pieux, très croyant, très islamique, etc. Et il a essayé d'islamiser le Pakistan. On peut dire sa politique, ça a été une politique d'islamisation du Pakistan. Dans les précédents, Ayub Khan était. C'est dire parce que les dirigeants, Mohamed El Jinnah n'est pas pratiquant du tout. En général, Ayub Khan, c'était un bon militaire, crachait pas sur le whisky. Et Zéoulac, ça a été vraiment une politique d'islamisation du Pakistan, dont il reste pas mal de choses qui n'ont pas été enlevées dans la Constitution, même après son départ. Alors, et en particulier les lois sur le blasphème. Donc, bon, il a gouverné 10 ans, pas grand. Alors, ce qui est l'essentiel de cette période, ça a été évidemment la guerre civile, la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Hein, donc, cette guerre a été organisée, soutenue par le Pakistan. Il a reçu d'ailleurs beaucoup d'argent à cause de ça, ce qui a permis à l'économie d'être relativement florissante. Et voilà, donc, et ça aboutit évidemment à l'indépendance de l'Afghanistan, enfin, à la chute du gouvernement pro-communiste en Afghanistan et à l'indépendance, et donc à, à, à l'arrivée au pouvoir des milices islamiques en Afghanistan. Pas des talibans, hein, tellement c'est plus tard, hein, c'est les milices qui étaient déjà là et qui existaient. Et voilà, ça, c'est quand même, je crois, le point essentiel de la gouvernance. Enfin, il y a 2 points essentiels. Il a islamisé le pays, il a pris des lois musulmanes, il a une partie de droit pénal, etc. Et il a réussi sa politique qui a été de renverser le régime pro-soviétique d'Afghanistan. Donc, en fait, en réalité, les Américains ont beaucoup sous-traité à l'Afghanistan la guerre contre les Soviétiques à cette époque. En fait, il y avait trois acteurs. Hein. Il y avait l'Arabie saoudite qui donnait l'argent, il y avait le Pakistan qui était l'exécuteur, et puis les États-Unis qui regardaient tout ça. Mais voilà, c'est pas très impliqué en fait, en réalité, militairement et autrement.
Bon, alors il était populaire, hein. D'abord parce que l'économie se portait pas trop mal et que quand même la tendance à l'islamisation était assez populaire. Elle l'est toujours, hein, ça reste un point important du Pakistan. Il est mort dans un accident d'avion. Alors, on ne sait pas comment, qui a organisé cet accident d'avion, on ne sait même pas si quelqu'un a organisé cet avion ou si c'est un accident. Non, c'est un avion où il y avait quand même l'ambassadeur des États-Unis et un haut militaire américain, ce qui rend peu probable que ce soit les Américains qui ont organisé l'accident, ce qui est pourtant la thèse que les Pakistanais généralement présentent, en disant de toute façon, voilà, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, les Américains seraient débarrassés de Ziaoula qui les gênait en rien, hein, donc bon. Et donc a commencé alors la période suivante qui a été celle, enfin, être assez bref, qui a été une expérience démocratique. Mais le rôle de l'armée était plus important que jamais. C'est elle qui décidait derrière le rideau, disons, l'autonomie qui était donnée aux partis politiques qui gouvernaient était très faible en réalité, et c'est l'armée qui décidait des grandes options. Le premier, ça a été, la première, oui, ça a été Benazir Bhutto. Le premier gouvernement était celui de Benazir Bhutto, et il est resté au gouvernement 88 90. Alors, elle a eu beaucoup de peine à être nommée, et pour qu'elle soit nommée, il a fallu qu'elle signe des compromis très lourds vis-à-vis de l'armée. On lui a bien dit et précisé ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas faire grand-chose d'ailleurs. Et voilà, bon, donc enfin, malgré tout, et puis elle a été renvoyée pour corruption, etc., par, par l'armée. À l'époque, le président du Pakistan, et c'était pas un militaire, mais enfin, c'était quelqu'un proche de l'armée, avait le pouvoir de renvoyer les premiers ministres. Donc, elle a été renvoyée et on a organisé de nouvelles élections. Et c'est le parti de Sharif, la Pakistan Muslim League, qui a de nouveau gouverné, qui a gouverné pour la première fois de 90 à 92. C'est la première fois qu'apparaît donc au pouvoir Nawaz Sharif. Nawaz Sharif, qui est donc toujours qui est le leader du parti actuel. Alors, c'était un homme de Ziaoulak. Il a commencé sa carrière politique comme très proche de Ziaoulak, et c'est d'ailleurs Ziaoulak qui l'avait nommé, c'est des gens du Punjab, il avait nommé gouverneur du Punjab. Et donc, ministre des Finances après, puis après gouverneur. Et donc, et puis après, donc, il a créé le Pakistan Muslim League avec l'appui des militaires, hein, clairement, et il a gagné les élections. Et donc, il a gouverné pendant 2 ans. Là aussi, il a gouverné, mais c'était un homme assez autoritaire et il a été aussi renvoyé au bout de 2 ans. Et donc, Benazir Bhutto s'est représentée, elle a gagné les élections, et bon, ben, alors inutile de vous dire que c'est pas grand-chose, hein, parce qu'il savait que, il savait que leur destin était assez bref, et n'avait déjà absolument rien à dire en politique étrangère et politique militaire, parce que c'était l'armée qui se l'a réservé. Même s'ils avaient voulu faire des réformes sociales importantes, je ne suis pas sûr. De toute façon, la loi Sharif n'avait aucun intérêt et aucune volonté de faire des réformes sociales importantes, parce qu'il est complètement très riche, de famille très riche, et absolument aucune velléité de changer. Le seul qui a voulu faire des réformes importantes, c'est Zulfikar Ali Bhutto, on n'en a pas parlé. Il a fait des réformes importantes. Malheureusement, elles ont toujours été contrecarrées par les puissances notables. Et puis lui-même, bon, il ne voulait pas aller trop loin. Bon,
Non, enfin, je veux dire, toute la législation musulmane qu'avait mis Ziaoulak, elle est restée. Elle n'a même pas pu éviter, même pas pu changer, même si elle avait voulu. Alors c'était quand même la figure a changé quelque chose. Le fait qu'une femme soit Premier ministre d'un pays musulman, c'était la première femme d'un pays musulman qui était Premier ministre. Et quand même, le Pakistan, c'est quand même aujourd'hui le deuxième pays musulman du monde. Il y a le premier pays, c'est l'Indonésie, et le Pakistan va dépasser l'Indonésie en popularité. Leur population n'avait pas encore atteint le degré de l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais enfin, c'était déjà un très grand pays, et c'était la première fois que ça arrivait. Donc le côté symbolique restait très fort. Maintenant, dans la loi, dans les lois, etc., le Pakistanais reste ce qu'il était, c'était fondamentalement patriarcal. Hein, faut pas, euh, bon. D'ailleurs, actuellement, simplement ce qui se passe, c'est que c'est dénoncé. Le caractère patriarcal de la société est dénoncé par pas mal de gens, bien sûr par les femmes, mais par pas mal de partis. Mais personne ne fait rien. Ou quand ils font quelque chose, quelquefois, il y a eu dans le Sindh, qui est la province qui actuellement est gouvernée par le PPP, par le parti de Bhutto, euh, ils ont pris des lois assez courageuses. Mais où elles sont annulées parce qu'elles sont contraires à l'islam, au conseil de l'idéologie islamique, ou parce que l'Assemblée Islamabad n'en veut pas, et très franchement, le gouvernement Pipi ne se bat pas pour qu'elle ne le soit pas. C'est un peu des mesures qu'il prend pour se donner un genre ouvert, moderne, etc. Mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc elle a été de nouveau, elle a été renversée alors là, par le président de la République, il a envoyé, à cause de la corruption de son mari, et très franchement, c'était le cas. Donc Sardari, qui était quand même, on l'appelait Monsieur 10%, hein, c'était quand même. Donc, dernier épisode, Nawaz Sharif est revenu au pouvoir, il a gagné les élections, il les a gagnées avec une majorité des 2 tiers, donc ça lui permettait de modifier la Constitution. À premier abord, il avait tout et que normalement, il était plutôt bien vu de l'armée, parce que au départ, c'était un homme de l'armée. Donc on pensait vraiment que il s'est aussi brouillé avec l'armée. Je sais, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est brouillé avec Moucharaf, qui était le chef d'état-major de l'armée, et qui voilà, s'est brouillé. Il a essayé il a perdu le pouvoir comme ça. Il a essayé de le renvoyer. C'est son rôle, il a le droit de faire, parce que le Premier ministre, c'est lui qui nomme et qui normalement renvoie les chefs d'état-major de l'armée. Mais enfin, bon, c'était une erreur sur l'équilibre des pouvoirs, c'était évident. Donc, il y a eu l'histoire d'avion, etc. Enfin, bon. Et donc, il a été arrêté par Bouchard, qui a pris le pouvoir, l'occasion, toujours la même chose. Hein. Il a pris le pouvoir, il l'a arrêté, il aurait voulu le tuer réellement. Oui, enfin le tuer, oui, comme avait été tué Bhutto. Mais les États-Unis et l'Arabie saoudite ont insisté, vraiment beaucoup insisté pour qu'il ne soit pas tué. Donc il a été envoyé en exil en Arabie saoudite, d'ailleurs, où il est resté pendant toute la période du dernier dictateur pakistanais, hein, c'est le général Musharraf, qui a régné, oui, régné entre 1999 et 2008. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette période? Bon, c'est que le Pakistan est devenu une puissance nucléaire. Donc, en fait, les premières explosions nucléaires ont eu lieu en 98, c'est-à-dire sous l'époque de Nawaz Sharif. Mais les conséquences des explosions nucléaires, qui elles-mêmes faisaient suite aux explosions nucléaires qui avaient eu en Inde. Et donc c'est l'Inde qui a commencé à faire des essais nucléaires, et puis le Pakistan qui en a fait dans les 2 mois qui ont suivi. Les États-Unis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher le Pakistan, pour dire au Pakistan, on continue à développer votre armement,
ne vous dira rien, c'est pas grave, mais ne faites pas d'explosion nucléaire de façon à ce que ça reste confidentiel. Voilà. Mais lui, et sous le djihadisme de l'armée d'ailleurs, a voulu absolument que, puisqu'il y avait des élections indiennes, des explosions indiennes, il fallait qu'il y ait des explosions pakistanaises, puisqu'ils avaient la possibilité de le faire, puisqu'ils avaient développé leur armement nucléaire depuis déjà assez longtemps, parce que l'armement nucléaire, c'est une décision qui a été prise par Zulfikar Ali Bhutto. C'est lui qui a commencé à développer l'activité nucléaire au Pakistan, d'ailleurs avec pendant un certain temps l'aide de la France, mais voilà, donc là on est arrivé à la conclusion, il avait l'arme nucléaire, il avait plusieurs bombes qui étaient prêtes à exploser, ils en ont fait exploser 3, si je me souviens bien, et, et donc le Pakistan est devenu une puissance nucléaire. Donc on arrive à Musharraf, qui était très admirateur de Ayub Khan. Et en fait, il y a pas mal de similitudes entre la façon dont il a gouverné et dont Ayub Khan a gouverné. Euh, Simplement, le problème d'Ayub Khan, Musharraf, c'est qu'au milieu de son mandat, il est resté donc de 99 à 2008, c'est-à-dire 9 ans, quand même, c'est pas mal. Au bout de 3 ou 4 ans, il y a eu au début des attentats des talibans. Alors, talibans pakistanais. Hein, voilà, parce qu'il y a les talibans pakistanais et les talibans afghans. Bon, c'est très lié, puisque de toute façon, les talibans afghans sont nés dans les camps de réfugiés que le Pakistan avait organisés pour les Afghans qui quittaient l'Afghanistan sous la pression du gouvernement communiste d'Afghanistan. Donc, les liens étaient extrêmement étroits. Tous les leaders presque, enfin pas les grands leaders talibans afghans ont fait leurs études dans des madrasas au Pakistan. Enfin, parce que là, quand même, c'est quand même il y a longtemps, mais voilà, donc les deux étaient quand même très liés. Et donc, il commence à y avoir une politique d'attentats assez nombreux. L'armée a toujours hésité entre la répression et puis essayer de trouver des solutions, des négociations, etc. Et ça a quand même complètement gâché un peu les dernières années de gouvernement de Musharraf. Donc, parce que la sécurité au Pakistan est devenue extrêmement forte. Hein. D'ailleurs, il y a eu 2 attentats contre Musharraf lui-même. Il n'a pas été tué, mais enfin, et il a quand même été aidé par les Américains aussi. Voilà, il a aussi eu de l'argent. Alors, entre-temps, évidemment, pendant cette période de 99-2008, donc, il y a eu 2001, il y a eu les attentats contre le centre, enfin le Trade Center à New York. Donc là, évidemment, il a fallu, Musharraf a pris parti des Américains. Et ça lui a été quand même beaucoup reproché, et ça a expliqué aussi l'importance des attentats qu'il y a eu dans les années suivantes organisés par les talibans. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de choix, hein, Musharraf, hein, mais enfin, il a quand même, au début, il a quand même joué double jeu. Il a même d'ailleurs dû jouer double jeu jusqu'à la fin, parce qu'il avait des contacts avec les talibans afghans. Mais enfin, bon, il a quand même, il n'a pas pu arriver. Enfin, il a quand même subi de nombreux attentats, et tout ceci a conduit au début de la crise économique. Enfin, tout ça a quand même nuit au développement économique du pays, même s'il y a eu pas mal d'aides américaines. Mais, bon. Et puis, donc, il y a eu. Il est devenu très impopulaire. Et en plus, il s'est lancé dans des campagnes contre la Cour suprême. Enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais franchement,
Et il a fait ce qu'il fallait, et il a été obligé d'organiser des élections, et il a perdu ces élections, et c'est le veuf de Madame Bhutto, et le président Zardari, qui est devenu président en 2008. Donc le parti Pakistan People Party, voilà. Et voilà. Donc il est parti de façon en accord avec, avec Zardari. Il n'a pas été renversé, c'est arrêté. Bon, il a dit qu'il renonçait à la présidence, etc. Et il est parti avec, on lui a rendu les honneurs. Enfin bon, ça s'est fait de façon assez civilisée. Puis alors après, ça s'est un peu rendu un peu différent, parce qu'il y a eu des gens qui ont accusé Mosharraf enfin, de crime, quoi, d'assassinat, tout comme ça, ce qui n'était pas vraiment vrai d'ailleurs, mais et donc il a été obligé, il s'est exilé. Voilà. Donc il est toujours vivant, hein. Il est malade apparemment, il vit l'essentiel de son temps à Dubaï. Voilà, bon, il n'a plus d'influence politique.